Bonjour, bon après-midi à tous, ou bon matin alors. Je suis désolée, nous sommes maintenant prêts à commencer. Nous avons une excellente séance qui nous attend et donc nous allons parler de finances et j'ai le plaisir d'avoir la présence de dignitaires très importants, de ministres honorables et bien sûr le reste de vous tous, l'audience et les participants, chers collègues et chers invités distingués. Bon, je ne veux pas perdre trop de temps et je vais tout de suite donc vous annoncer la déclaration d'ouverture de l'honorable ministre qui va nous transmettre son discours. Je m'appelle Chanda et voilà, je vous passe la parole. Bonjour. Vos Excellences, ministres honorables pour l'eau, l'assainissement, qui représentaient différents États africains, Monsieur le directeur du développement de l'eau, le département de l'assainissement de l'eau, la Banque africaine du développement, représentants de différentes agences internationales, représentants de nos partenaires divers, y compris les organisations de la société civile. Mesdames et messieurs, alors j'aimerais commencer tout d'abord en vous souhaitant la bienvenue à cette séance qui se concentre sur un sujet très important. Il s'agit des mécanismes de financement pour justement réaliser l'objectif de développement durable numéro 6 en Afrique. Alors, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de la Banque de développement de l'Afrique qui nous permet d'avoir l'opportunité d'analyser les mécanismes de financement pour l'eau et l'assainissement des eaux en Afrique. Alors, chers mesdames et messieurs, vos excellences ministres honorables, alors il ne reste que 7 ans avant 2030 pour réaliser l'ODD numéro 6. La décision nous permet de prendre note de ce qui a été effectué en tant que progrès au fil des dernières années. Cela nous donne également une opportunité pour réfléchir aux leçons que nous pouvons tirer de la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 6. Il faut comprendre ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Où sont les défis, particulièrement en ce qui concerne le secteur de l'eau, de l'assainissement des eaux et son financement. Alors, je suis contente de voir aussi que cette séance permet de garantir une opportunité pour les gouvernements, le secteur privé, de pouvoir partager des connaissances, des expériences, afin que nous puissions justement paver la voie pour réaliser l'ODD numéro 6 en Afrique. Alors, j'aimerais maintenant, bien sûr, faire appel à nos panélistes, nos intervenants et vous tous ici dans la salle pour adopter une approche stratégique par rapport à ce qu'on pourrait faire au cours des 7 prochaines années afin de réaliser cette ambition et de pouvoir justement réaliser l'objectif 2030. Alors, la réalité est que les objectifs de développement en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation et l'énergie, entre autres, eh bien, ne peuvent pas être réalisés sans des ressources, une gestion des ressources en eau qui soit durable, sans un assainissement aussi qui soit amélioré. Alors, vos excellences, ministres honorables, mesdames et messieurs, alors, je suis également content de voir que une décision est prise après l'Assemblée générale de AMCAO qui a eu lieu en juin dernier en Égypte, qui a reçu 40 ministres qui sont responsables de l'eau en Afrique. Et donc, le conseil du gouvernement de l'AMCAO ont noté le besoin d'une urgence, ce besoin urgent pour faciliter l'action afin de réaliser l'assainissement de l'eau et l'approvisionnement en eau sur le continent. Cette décision est aussi très importante puisqu'elle a lieu maintenant que il ne reste que 2 ans avant l'expiration de la vision de l'Afrique pour l'eau 2025.
Et donc, cela a été lancé au début du nouveau millénaire et on s'est mis d'accord à l'époque, justement, sur une vision de l'Afrique où il y a une gestion équitable et durable des ressources en eau pour justement réduire la pauvreté, le développement socio-économique, la résilience climatique et aussi la protection de l'environnement, la coopération régionale et aussi où les ressources en eau sont universelles et aussi l'assainissement de l'eau et l'hygiène et universelle. Alors, cette vision pour l'eau de l'Afrique 2025 inclut aussi un engagement où il y a en fait des personnes, des professionnels, des experts dans le domaine de l'eau qui sont donc motivés. Il y a une volonté politique, un engagement pour la gestion responsable de l'eau, y compris le ministère, par exemple, des questions du genre, le ministère de la jeunesse, qui sont impliqués, qui vont adopter des approches adéquates. Nous avons aussi examiné la manière dont on peut financer ces différentes initiatives, comment peut-on renforcer la capacité de notre jeunesse. Alors, pour réaliser cet engagement, qui reconnaît d'ailleurs le rôle important joué par les jeunes en tant que pierre angulaire pour la réalisation de ce programme Afrique, l'Afrique que nous voulons. Je suis content de voir aussi qu'au cours des dernières années, nous avons pu voir aussi la volonté politique pour faire en sorte que l'assainissement de l'eau, eh bien, soit mis au centre du programme et des objectifs. Et depuis la déclaration de Sharm el-Sheikh, qui accélère la réalisation des objectifs d'assainissement d'eau en Afrique, a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors de la 11e session ordinaire en 2008 en Égypte. Eh bien, nous avons pu constater de plus en plus de gouvernements qui se penchent sur les questions de l'assainissement des eaux et ce à différents niveaux. Alors, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour partager avec vous aussi les efforts déployés par l'Égypte en ce qui concerne le progrès établi pour l'eau potable et services d'assainissement des eaux. Chez nous, notre vision dans ce secteur est universelle. C'est d'avoir en fait un accès universel, inclusif, abordable de ressources en eau pour l'assainissement, une économie circulaire, la résilience et aussi parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050, d'avoir donc une structure viable financièrement parlant et des stratégies qui permettent la disponibilité des ressources en eau, notamment en eau potable, et l'efficacité des opérations. Tout cela va pouvoir améliorer la planification des atouts, des avoirs. Nous voulons aussi améliorer la qualité des services. On veut bien sûr combler le fossé en ce qui concerne l'assainissement dans les zones rurales et aussi permettre cela aux usagers finaux. Faire en sorte aussi qu'il y ait une redevabilité de la part des instances qui sont responsables de ces fournitures de services en eau. Alors, il faut un changement de culture aussi. Il y a un changement de culture parmi les consommateurs. Il y a l'installation, par exemple, de compteurs d'eau dans les différents foyers, dans les ménages. Il y a aussi différents équipements qui sont installés. Il y a aussi davantage de sensibilisation au niveau médiatique. Alors, en dernier lieu, mais non le moindre, permettez-moi également de remercier l'OCDE, la Banque africaine d'Afriquement, la Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que toutes les autres institutions financières pour avoir justement donné ce soutien au gouvernement africain. J'aimerais vous encourager bien sûr à poursuivre le soutien que vous déployez déjà vis-à-vis de l'AMCAO afin qu'on puisse réaliser cette vision pour l'Afrique. Et sur ce, eh bien, permettez-moi encore une fois d'exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de vous déjà pour être venu participer à cette séance. Je vous souhaite donc des discussions fructueuses sur ce sujet très important. Merci. Votre Excellence, merci beaucoup pour ces mots et pour avoir donc lancé cette séance, cette discussion. Vous avez souligné effectivement des éléments très importants, le besoin du leadership en tant que ministère africain. Vous avez déjà établi des lignes directrices. Comment est-ce que l'Afrique doit
avancer pour réaliser ces objectifs. Ça, c'est déjà le leadership. Ensuite, le fait d'avoir aussi contacté la Banque africaine de développement, d'avoir lancé ces initiatives, c'est vraiment quelque chose pour lequel j'aimerais vous féliciter. Vous avez aussi mentionné plusieurs autres éléments. Vous avez mentionné le besoin aussi de former la jeunesse. Je me demande combien de jeunes est-ce qu'il y a dans la salle. Bon, j'en vois quelques-uns déjà, mais voilà, ils sont là, ils sont là. C'est crucial afin qu'on puisse poursuivre ce projet. C'est très important pour nous de pouvoir travailler avec des jeunes. C'est très important afin qu'on puisse justement atteindre notre vitesse de croisière, accélérer la cadence. Alors, nous avons des présentations, bien sûr. Certaines présentations qu'on a déjà entendues montrent ce qui se passe déjà sur le continent africain. Certaines présentations ont souligné certaines ambitions ou alors l'excellent travail qui a déjà été effectué. Et donc, on a vu que certaines présentations ont aussi tracé la voie à suivre afin d'atteindre les ODD, notamment l'ODD numéro 6. Alors, la manière dont nous avons eu cette première séance ne sera pas tout à fait la même que cette deuxième séance ou la dernière. Il faut différentes stratégies. Il faut qu'on fasse les choses de manière différente. Et maintenant, on va examiner les mécanismes de financement et on va voir comment peut-on faire les choses différemment. On vous invite donc à formuler vos commentaires à ce sujet. Chers panélistes aussi, distingués chers membres, qui est engagé dans cet aspect du financement, recueil de données, mise en œuvre, etc., etc. Tout cela va nous aider à faire ressortir certains éléments dont nous avons besoin, maintenant que nous voulons penser différemment, maintenant que nous allons adopter cette approche stratégique vis-à-vis du financement, de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Alors maintenant, j'aimerais inviter notre prochain intervenant qui portera sur l'information. AMCA a développé un système d'information qui informe ce qui se passe et ce dans quel pays. Cela nous donnera donc un aperçu en ce qui concerne le progrès qui a déjà été effectué dans chaque pays. Voilà. Alors, nous allons voir votre présentation à l'écran. En fait, la COVID-19 nous a enseigné beaucoup de choses, y compris comme le fait de pouvoir participer à des conférences ou à des réunions à distance. Vous ne devez pas nécessairement être dans la même salle et vous pouvez participer à une réunion. Bonjour Patrice, comment allez-vous? Ah, je vais bien. Alors, on est prêt? Tout à fait. Vous avez 10 minutes pour présenter cela. Bon, on va respecter le temps imparti. 10 minutes donc. Allez-y. Merci. Bonjour à tous, bonjour Vos Excellences. Je suis content d'avoir l'occasion de vous présenter ce que nous faisons chez AMCA. Je vais me concentrer sur le programme de développement des capacités plutôt que sur les données. Ces capacités qu'on développe. Je m'appelle Patrice Lemeni. Je suis en charge du suivi et du reporting
à Abuja. Alors, nous avons effectué une évaluation des besoins l'année dernière auprès de 6 États membres. Cela avait pour objectif d'évaluer la capacité de nos membres, les critères de développement des capacités de nos membres afin de pouvoir renforcer les systèmes de données au niveau national. Et cela avec l'objectif de pouvoir prendre des décisions sur la base de preuves. L'objectif de cette évaluation des besoins est le suivant. Comme vous le savez, nous avons demandé aux chefs d'État et de gouvernement de transmettre un rapport. Nous avons un rapport qui se fait annuellement. Il y a certains éléments que nous avons notés, qui ressortent régulièrement. Donc, en 2022, on s'est rendu compte que 38% de nos États membres font état du fait que les données qu'ils intègrent dans le rapport sont en dessous de 25%. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes au niveau de la prise de décision et des instituts, des problèmes sur lesquels nous devons nous pencher. C'est la raison pour laquelle on a fait cette évaluation de besoins. 6 de nos États membres se situent sur la région numéro 5. Alors, vous avez ces pays, et nous avons par exemple le Sénégal, le Cameroun, le Madagascar aussi. Donc, à partir de cette évaluation montre qu'en fait, il y a une incapacité d'accéder à l'information. Donc, en fait, c'est une incapacité d'avoir accès à l'information afin de pouvoir prendre des décisions qui soient informées. Soit c'est un manque d'accès à l'information, alors un manque d'accès à l'information complète. Et cela est de l'ordre de 49% en moyenne, c'est-à-dire c'est seulement 49% des informations nécessaires qui étaient disponibles par les États membres. Ça, c'était le cas entre 2016 et 2022. Et donc, je peux également mentionner le fait qu'il y a aussi, en fait, un manque au niveau de l'information, c'est-à-dire qu'il y a une information insuffisante qui est disponibilisée pour les États membres afin qu'ils puissent justement établir le rapport au niveau du progrès qu'ils ont effectué sur les thématiques telles que les ressources en eau, la gestion des ressources en eau, le changement climatique ou alors la réduction des catastrophes climatiques. Nous avons également remarqué qu'il y avait d'autres défis systémiques, des défis ou des difficultés ou des obstacles d'ordre systémique qui soulignent en fait soit une inadéquation au niveau de la collecte des données, de ces réseaux de collecte des données, ou alors d'autres raisons. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé justement pour changer cet état des faits? Eh bien, il y a par exemple une connectivité améliorée ou accrue qui pourrait être une solution potentielle, c'est-à-dire une amélioration au niveau du partage des informations, des liens opérationnels parmi les institutions qui ont justement ce rapport, cette mission, pardon, de faire ce rapport, de publier ces rapports sur leurs différents engagements. Alors ensuite, il y a la coordination au niveau national. Il faut opérationnaliser la coordination nationale ou les plateformes de coordination nationale. Il faut aussi tirer des conclusions au niveau des secteurs de l'eau. Il y a aussi, en ce qui concerne le financement, il faut mobiliser du financement. Un financement qui soit proportionnel à la tâche à effectuer et avec les informations nécessaires afin qu'on puisse prendre des décisions éclairées. Et en ce qui concerne les solutions efficaces, eh bien, il faut bien sûr cibler. Nous développons en ce moment justement ces objectifs, ces cibles. Alors, qu'en est-il par rapport à ce programme à venir au niveau du renforcement des capacités pour la prise de décision? Eh bien, la proposition qu'on a soumise
à Africa Water Facilities est une proposition sur 3 ans. Et donc, c'est une proposition qui est sur 3 ans, comme je l'ai dit, donc entre 2013 et 2017. C'est un projet pour justement établir une information, un système de reporting en ce qui concerne l'information sur l'assainissement de l'eau. Et les États membres peuvent comprendre pourquoi. Est-ce qu'on prépare cela? Alors, l'objectif de ce programme, c'est de renforcer les systèmes de données au niveau national afin de pouvoir prendre des décisions, afin qu'il y ait un soutien au niveau du Conseil et les politiques qui soient basées sur les preuves. Alors, il y a, par exemple, euh, une plateforme de coordination nationale, il y a aussi des systèmes continentaux, sous-régionaux. Il y a 5 pays qui ont signé ces accords, ces nouveaux accords présidentiels portant sur l'eau, sur l'assainissement des eaux, sur lesquels on s'est mis d'accord lors de la conférence portant sur l'eau, la conférence des Nations Unies sur l'eau qui a lieu en 2023. Et il y a le WASMO aussi qui est bien géré, qui fait l'objet de suivi. Donc en tant que prochaines étapes maintenant, on doit finaliser le développement de ce programme. Et nous allons aussi, bien sûr, mobiliser les ressources pour ces activités. Voilà, merci pour votre attention. C'est ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne notre programme de développement des capacités. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Patrice est responsable auprès du secrétariat AMCOR et en fait, il gère le programme qui a pour objectif de recueillir des données pour les pays afin qu'on puisse être informé, afin qu'on sache où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on s'en va justement. Quels sont les pays qui pourront réaliser les ODD et quels sont les pays qui, eh bien, ne pourront pas les réaliser. Alors, je ne vais pas vous libérer tout de suite, hein? Mais on va revenir vers vous, Patrice, avec d'autres questions plus tard. Alors maintenant, nous allons examiner la question de l'investissement, de la finance. Et nous allons écouter notre prochaine présentation. MD. Alors, il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est. On parle du leadership. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait un fossé, effectivement, entre le fait d'avoir des projets qui soient bancables, qui puissent bénéficier facilement de financement et la faciliter l'installation d'eau africaine. Ils se sont dit, on a besoin de projets qui soient prêts pour mettre sur pied ce projet d'installation d'eau pour l'Afrique, ce Africa Water Facility. Et donc, depuis 2006, cela a maintenant été mis sur pied et nous allons entendre parler de ce qui sera fait maintenant à l'avenir afin qu'on puisse bénéficier du financement dont on a besoin pour l'ODD sur nos continents. Merci. C'est à vous maintenant. Merci. Merci beaucoup, Oswald. Oswald est mon directeur, donc j'apprécie vraiment l'opportunité. Vos Excellences, participants distingués, Mesdames et Messieurs, je vais partager avec vous une présentation qui est sur les mécanismes de financement. Je vais partager avec vous quelques perspectives sur les moteurs de demande et aussi les défis auxquels nous faisons face en Afrique pour le financement des infrastructures et en particulier les infrastructures de l'eau. Bien sûr, l'étendue
des défis pour combler cette lacune de financement et quelques manières qui peut nous permettre de réaliser les ODD et qui va nous aider. Donc il y a de nouveaux éléments qui pourront être critiques pour réaliser certains des objectifs que nous voulons réaliser. Je suis sûre que ceci ce n'est pas une surprise pour la plupart d'entre vous. Donc les moteurs derrière les risques que nous avons pour l'Afrique, mais je suis sûre aussi de manière globale, internationale, a une relation avec la croissance de la population. Ça, c'est bien connu, c'est un fait. La population africaine va doubler d'ici 2050. Il y a aussi cette croissance qui est d'autant plus importante dans les zones rurales, donc cette croissance démographique qui est très rapide. Il y a aussi une croissance économique qui est lente et, ou négative, surtout après la pandémie de la Covid. Donc il y a aussi des défis liés au changement climatique. Donc il y a un impact important sur nos ressources du changement climatique, un impact sur l'accessibilité, l'accès et un impact sur la disponibilité. Alors, l'étendue ou l'ampleur des défis sur l'infrastructure, donc je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces exemples, mais il reste toujours important de réfléchir là-dessus pour éclairer les étapes à venir. Le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dépasse 400 millions et plus de 700 millions n'ont pas accès à l'assainissement de base, assainissement basique, service d'assainissement, et plus de 800 millions n'ont pas accès aux services d'hygiène basique. L'objectif, c'est que d'ici 2030, on arrive à réaliser les objectifs de l'ODD 6, c'est d'aller 12 fois plus, de multiplier les taux actuels par 12 en ce qui concerne l'eau potable, par 20 en ce qui concerne l'assainissement et par 42 en ce qui concerne les services d'hygiène. Et pour réaliser cela, il faut améliorer le financement et l'accès. Alors, quand on dit une faille ou une lacune de financement pour l'eau pour l'Afrique, donc il y a ces chiffres-là. Certains d'entre eux en sont dépassés, mais ça reste quand même indicatif. Donc ceci a été fait par la BAD qui publie un rapport annuel sur le financement du secteur de l'eau en Afrique. Donc le dernier rapport indique que la BAD a financé de 13,3 milliards de dollars en 2028. En 2019, il y a eu une réduction de 10 millions. Et ça, c'était dû à la pandémie de la Covid et aussi les défis financiers dus aux différents défis qui sont à la situation mondiale. Il y a une faille ou une lacune de financement qui est élevée entre 43 et 53 milliards de dollars de manière annuelle pour pouvoir combler la faille financière en Afrique et pour atteindre l'objectif de l'ODD. Un exemple de l'un des instruments financiers promus par la BAD. Donc ça, c'est une fenêtre de la BAD
Donc, vous le savez sans doute, mais le groupe BAD a plusieurs fenêtres de financement et ceci est sur la tendance des dernières années. Financement pour le secteur de l'eau, ça a atteint un pic en 2016, mais en moyenne, vous pouvez noter que il y a une tendance de à peu près 500 milliards de dollars annuels sont dépensés. Il y a aussi l'Union européenne, la Banque européenne, d'autres bailleurs de fonds aussi qui financent ce secteur. Ces chiffres montrent que ces tendances ne connaissent pas une augmentation en fait. On aurait aimé voir une augmentation graduelle sur sur les dernières années, mais jusque-là, ça reste quand même un défi de ne pas voir d'augmentation dans le financement. Certaines des possibilités, des voies possibles pour arriver à un meilleur financement du secteur et à travers la mise en œuvre de projets comme le African Facility ou African Water Facility, de faire des installations hydrauliques. Le financement est toujours là pour financer les bons projets. Mais malheureusement, il n'y a pas forcément beaucoup de bons projets. Donc notre rôle, c'est de créer de bons projets pour pouvoir obtenir des financements. Plus on a de bons projets et plus on aura des financements pour ces projets-là. Et l'argent est là, peut nous aider pour financer de bons projets dans le secteur. L'autre défi que nous devons considérer et à voir avec l'allocation de ressources pour réaliser les ODD. Les voies à suivre ici, c'est de obtenir des financements sur d'autres aspects que le WASH afin d'améliorer l'accès au financement pour la plupart des pays africains pour réaliser les ODD. Les ODD demandent différentes sources de financement, mais parce que c'est dû au fait que ça cible différents éléments. C'est-à-dire, les ressources de financement doivent être aussi variées que les objectifs pour les ODD. Il y a aussi des fonds dédiés au climat. Il faut qu'on trouve un moyen d'accéder à ces ressources en démontrant l'impact que ce secteur peut avoir sur l'amélioration de la résilience face au changement climatique. Il faut trouver un moyen aussi de mélanger le financement provenant de sources privées, de sources publiques. Il faut trouver aussi ou créer des instruments de financement plus créatifs et plus innovants. Et beaucoup d'entre eux sont déjà disponibles. Il y a aussi la problématique de l'information qui a été abordée tout à l'heure. Il faut être conscient des tendances, de la capacité de construction. Bien sûr, il faut un cadre législatif adéquat dans les pays pour pouvoir canaliser et accéder aux ressources dans les zones les plus importantes pour réaliser l'impact dont nous avons besoin. Alors, si on veut avancer et si on regarde d'où nous venons, il faut adopter bien sûr une approche qui cible et les ressources, les instruments publics et les instruments privés et de pouvoir mélanger toutes ces sources de financement pour réaliser les objectifs. Ce qui est très important aussi ici, c'est d'améliorer l'efficacité de nos services et de nos prestataires de services dans les différents pays. Ça, c'est vraiment une problématique clé, une source de revenus qui est très importante, qui peut être réinvestie.
pour les nouveaux, c'est-à-dire si on intègre le reste de la population, il y aura d'autres personnes qui bénéficieront de ces services et ça sera une source de revenus. Ça reste toujours la source de financement la plus importante en Afrique et ça doit continuer ainsi. L'accès aux garanties d'organismes comme la BAD, la Banque mondiale, d'autres partenaires aussi qui sont capables de nous aider à réduire le coût de ce secteur, le coût de financement de ce secteur, ça aussi faciliter aussi le financement mixte, plus de financement, plus de sources, plus variées aussi de financement. Un autre exemple que j'aimerais partager avec vous sur un projet hydraulique qui a été financé à travers un financement mixte de plusieurs partenaires et qui est aujourd'hui opérationnel. Ceci reste un exemple parmi tant d'autres où nous pouvons voir que le financement peut être structuré de manière à atteindre un objectif. Des arrangements similaires peuvent être faits, bien sûr, dans d'autres pays. Voilà, j'arrive ici à la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très intéressée par ces trois roues dentées sur la finance. Il dit que ça doit continuer. Ça ne doit pas seulement continuer, mais ça doit fonctionner de manière efficace et bien sûr de livrer de manière efficace les ressources du gouvernement, même d'autres ressources. Les autres roues dentées peuvent aussi augmenter de taille pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources gouvernementales. Si on fait ça, nous serons en meilleure position d'attirer beaucoup plus de ressources. On réfléchit toujours sur comment augmenter les ressources, comment mobiliser plus de ressources. Durant la dernière présentation, c'est de l'OCDE qui se sont engagés dans beaucoup de dialogues sur le cadre législatif afin d'augmenter le rendement. Alors, notre analyste des politiques à l'OCDE va nous présenter, donc elle va nous dire comment, qu'est-ce qu'on doit mettre en place afin de mobiliser plus de ressources donc, pour atteindre les objectifs ODDE. Donc, Odile, la parole est à vous. Aude. Merci, Monsieur le Président. Merci, Oswald. Bonjour tout le monde, Vos Excellences, honorables ministres, chers participants. Tout d'abord, je suis très reconnaissante pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous pour discuter de ce sujet au nom de l'OCDE, surtout parce qu'en ce moment, nous travaillons beaucoup avec une étroite collaboration avec la BAD et le Water Facility. Je vais expliquer tout à l'heure comment. Donc, ma présentation va dans le même sens que la présentation précédente, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Je vais juste expliquer comment avoir ces discussions sur des mécanismes innovants pour financer l'eau en Afrique est aujourd'hui crucial. Donc je vais de parler du contexte actuel difficile en Afrique et puis je vais présenter certaines solutions, quelques solutions pour améliorer les mécanismes de financement en Afrique pour l'eau et en expliquant que en fait l'ODD 6 n'est pas pour attirer forcément plus d'argent, mais d'utiliser cet argent qui est déjà là de manière plus efficace. Alors pourquoi cette discussion sur les manières de financement plus innovatives et pourquoi est-ce que c'est si important de s'asseoir ensemble aujourd'hui pour discuter de ce sujet? Alors, il nous reste que 7 ans pour l'agenda de 2030 et l'Afrique est toujours loin.
des ODD 6, il est estimé que le continent est en train de perdre 5% de son PIB chaque année à cause de l'eau polluée et du mauvais assainissement. Et le risque d'inondation varie entre 5 et 25% chaque année. Ce cas économique ne se traduit pas forcément en un cas financier de la même degré de facilité. Pour arriver aux objectifs d'ici 2030, il faut que le taux d'investissement augmente de 12 à 42%. Donc ici, si on compare avec la moyenne au niveau global qui est entre 3 et 6, donc en Afrique, les taux sont beaucoup plus élevés. Donc pour arriver à réaliser les les ODD 6, il faut 43 à 56 milliards de dollars de plus. La situation financière est donc un grand défi. Et les flux de financement ont été réduits récemment. Selon le FMI, on est passé de 43 à 45 milliards de dollars en 2020-2021 et qu'il y a eu une perte d'à peu près 8% en 2022. Donc l'économie fait face à une difficulté à accéder au marché financier. La dette publique est en train d'augmenter. Il y a des questions, des problèmes. Aujourd'hui, la dette publique représente 56%, un taux qu'elle n'a jamais atteint depuis la dernière crise de la dette, selon le FMI aussi, en Afrique subsaharienne. Donc, la situation a vraiment empiré après la crise de la pandémie, selon les chiffres du FMI. Alors, les besoins en financement ne sont pas assez couverts. ODA pour l'Afrique se concentre aujourd'hui pour faire en sorte que le financement augmente pour l'Afrique. Aujourd'hui, face à cette baisse de financement, il faut nous focaliser sur une meilleure manière d'utiliser les ressources disponibles. Il faut nous focaliser sur le financement national, régional et local, et aussi d'avoir un cadre législatif robuste sur l'eau. Je vais détailler ceci dans ma présentation tout à l'heure. Juste brièvement pour la question de la dette, donc pour revenir très brièvement, je vais ouvrir une petite parenthèse sur la dette. Une part importante de développement est donnée au pays en tant que dette, en tant que aide aux pays qui ont un problème de flux de cash. Il y a un problème aussi lié à la durabilité de certaines de ces dettes. Il y a beaucoup de travail qui est en cours qui lie cette question à la question de l'eau pour essayer de donner on essaie de classifier l'eau en tant que quelque chose qui va apporter du bien à l'échelle internationale pour que les questions d'eau puissent elles aussi recevoir des aides financières pour bénéficier de ces petites poches de financement. Donc là, on va parler de l'environnement favorable pour les investissements en eau. Alors, pour pouvoir attirer des investisseurs dans le secteur de l'eau, il faut
faire certaines choses. Donc, c'est un ensemble de lois, de politiques qui vont faciliter l'investissement dans des activités qui vont contribuer à la sécurité hydraulique. Alors, cet environnement va attirer plus d'investissements dans l'eau, dont de l'investissement privé. Donc, cette dimension clé comprend beaucoup de sub-critères qualitatifs et quantitatifs avec une série d'indicateurs. Donc, le premier à voir avec le cadre d'investissement du pays en général. Le deuxième est si le cadre d'investissement pour l'eau est assez attractif. Ceci peut comprendre plusieurs choses, dont les régulations économiques de l'eau pour permettre de renforcer la viabilité de ce secteur, des services d'assainissement d'eau, aussi des mécanismes d'eau efficaces. Il faut aussi que ceux qui peuvent payent des prix raisonnables. La tarification doit être raisonnable et équitable. Bien sûr, il faut aussi un suivi, une évaluation des services publics d'eau. Donc, est-ce que les projets sont attractifs pour les investisseurs? Est-ce que c'est durable? Un autre point ici est la planification de projets, le renforcement de capacités de gouvernement sur les projets de l'eau. Aussi, il faut que les projets bancables puissent avoir une perspective dans le long terme, c'est-à-dire dans les prochaines 10 années. Il faut qu'il y ait aussi des politiques pour motiver les projets d'investissement. Il faut aussi prendre une loupe liée à l'eau qui soit plus large, parce que l'eau n'est pas une question à part. L'eau est la clé pour résoudre énormément d'autres problèmes liés à l'environnement, comme le problème de biodiversité, problème économique, etc. Donc il faut essayer de motiver plusieurs secteurs pour qu'ils fassent en sorte, pour faire en sorte qu'ils essayent de mitiger l'impact de l'eau dans leur propre crise. Il faut aussi s'assurer que ceci peut compenser pour le coût d'utilisation de l'eau. Donc, il faut encourager les sociétés, les entreprises à utiliser moins d'eau. Il faut des lignes directives pour guider la consommation d'eau, pour réduire la consommation d'eau et consommer de manière plus sage. Donc ça, c'est un point important. Donc on va passer maintenant à la question de financement mixte. Donc si on veut mettre en œuvre des mécanismes de financement mixte dans l'eau, eh bien c'est urgent et c'est un peu à la traîne. Ceci représente la très très petite part de financement mixte pour l'eau, c'est-à-dire par rapport à d'autres secteurs. L'eau utilise très peu de financement mixte par rapport aux autres secteurs. Le paysage économique est parfois fragmenté et il semblerait très utile de faire usage de ceci, de faire en sorte que ce financement est plus ciblé pour améliorer les indicateurs de performance clés. On pourrait vraiment gagner de ce financement mixte pour beaucoup de types de projets. L'accès à différents types de transactions, par exemple. Donc, il faut essayer de faire en sorte que le financement mixte soit adapté au contexte actuel. S'il faut mobiliser les ressources domestiques afin de créer un contrepoids face à ce manque de financement. Donc l'OCDE travaille de manière très étroite avec la BAD et avec le Water Facility Project.
il y a une rencontre qui aura lieu en Abidjan en 2023-2024. Ça sera aussi en ligne, pendant laquelle on va discuter de plusieurs sujets, dont les risques liés à l'eau, la situation financière en Afrique, l'accès à l'eau dans les zones rurales, l'investissement dans le progrès et développement hydrique. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous le 22-23 novembre durant cet événement qui sera très intéressant pour l'investissement en Afrique. On a besoin de votre expertise, de votre leadership politique pour arriver à l'objectif de 2030. Si vous voulez participer en personne à Abidjan, on peut partager avec vous quelques détails intéressants, mais il y aura aussi des réunions en ligne, ça sera ouvert. Voici mon adresse email si vous voulez que je vous transmette l'invitation pour cet événement et merci pour votre attention. Ne partez pas, Aude, s'il vous plaît, restez ici. On va avoir une séance de discussion maintenant. Donc, permettez-moi d'inviter les autres membres du panel qui vont nous aider maintenant à considérer cette question de financement innovateur. C'est une question qui est vraiment critique qu'on doit considérer. Lorsqu'on considère la question de financement, il faut considérer la problématique de changement climatique et de financement. Si on mélange ces deux concepts-là, on aura plus de chance avec les bailleurs de fonds. Donc, permettez-moi d'inviter l'honorable ministre Carlos Letwin, le ministre honorable Herman Gustave, ministre d'Agriculture, d'eau et de réforme des terres de Namibie. Nous sommes vraiment heureux et honorés d'avoir ce ministre parmi nous parce qu'il a travaillé aussi comme ministre de Finances. Donc c'est vraiment un privilège de vous avoir avec nous, monsieur le ministre, si vous voulez bien prendre le premier micro. Nous avons aussi la Banque mondiale représentée par Joe Coca. Joe Coca est le directeur global d'eau et de financement pour l'eau. Joe est une institution en lui-même. Si vous l'avez déjà rencontré, si vous avez rencontré des gens du secteur de l'eau, de financement de la Banque mondiale, ils vont vous dire la même chose. Il va nous aider à parcourir un nombre d'initiatives, d'études qu'ils ont déjà fait, leur impact et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour augmenter les financements. Le prochain panéliste, ou le dernier, maintenant, c'est Bran Abougast, qui est de la Bill and Melinda Gates Foundation. C'est un ami du secteur de l'eau. Et la fondation même a fait tellement pour soutenir beaucoup de pays dans ce secteur. La fondation a aussi travaillé beaucoup sur des questions liées à l'assainissement de l'eau et pour permettre l'accès de millions de personnes à l'assainissement. Et ils ont contribué au changement de narrative dans le secteur. Donc, il va nous parler des agences différentes, comment elles peuvent nous aider à faire une différence. Donc, je suis très heureux de vous avoir. Donc, je vais maintenant quitter le podium et permettre à mes collègues d'avoir cette discussion intéressante. Merci beaucoup. Alors, nous aurons maintenant donc une discussion. Nous avons le contexte. Le ministre honorable nous a donc transmis ses remarques très instructives. Et donc, nous allons maintenant entrer dans certains détails qui vont nous aider, eh bien, à trouver des solutions pour un financement novateur. Alors, permettez-moi de commencer avec vous.
Bon, je ne suis pas sûre que je suis contente de cette idée de commencer. Bon, quels sont les défis que vous entrevoyez en ce qui concerne le financement du secteur de l'eau, particulièrement en ce qui concerne le financement commercial et le financement par le secteur privé? Merci. Et merci beaucoup pour cette séance. Ça tombe à pic. Et je peux vous dire qu'il s'agit de l'une des séances les plus importantes que nous avons cette semaine. Parce que la question, euh, comme on l'a entendu dire, nous sommes en retard par rapport à nos objectifs. Donc, on parle de financement privé. On parle aussi d'argent public et privé. On parle en fait de manière générale de ressources. Deuxième chose. Et ensuite, ce que je veux dire aussi, c'est la fourniture d'argent. Que ce soit des obligations, du microfinancement, que ce soit des financements climatiques. Il s'agit des termes les plus mal compris dans le domaine financier parce que le financement climatique, c'est tout simplement de l'argent qui est utilisé pour des mesures d'adaptation ou des mesures d'atténuation. Ce n'est pas un argent ou des fonds qui sont différents. Mais en fait, toutes ces solutions sont ouvertes à nous dans le secteur de l'assainissement de l'eau, mais sont tout simplement disponibles si on réalise un objectif, c'est d'être digne de crédit. Et je l'ai déjà dit et je le répète, et je suis désolée si je me répète, mais je pense réellement que plus je fais cela, plus je me rends compte que c'est la partie la plus difficile de la question. Comment peut-on devenir digne de crédit? Alors maintenant, une fois qu'on a convaincu une banque de venir se joindre à nous, il y a aussi le ministère des Finances qui est là, mais on n'a pas les ressources qu'on voit à partir du secteur public. Et si on ne reçoit pas du financement de la part du secteur public, comment va-t-on pouvoir impliquer le secteur privé? Donc, on va déjà se concentrer là-dessus et vous avez déjà fait allusion à cela d'ailleurs. Deux éléments. Nos fournisseurs de services, que ce soit des fournisseurs de services publics, l'irrigation, d'agences d'irrigation, les gouvernements locaux, eh bien, tout cela doivent être financièrement et techniquement efficaces. On a de la chance dans le secteur de l'eau parce qu'on sait exactement tout ce que cela signifie. Si vous savez que vous n'avez pas de revenus de l'ordre de autour de 40%, eh bien, il faut s'arrêter parce que vous n'aurez pas l'efficacité. Si vous avez un taux de collection de recueil de l'ordre de 60%, eh bien, il faut arrêter parce que cela veut dire que vous ne serez pas efficace. Ce n'est pas facile, hein? Ça prend des années. En fait, le fait de se pencher sur l'efficacité technique et l'efficacité financière, eh bien, ça ne se résout pas en invitant un consultant financier ou technique et en résolvant ce problème en 2 semaines. Ça ne se fait pas aussi rapidement. Je pense que quand je parle de crédibilité de l'institutionnel, je souligne cette importance parce que j'ai travaillé dans ce domaine pendant plusieurs années. Et j'ai parlé de cela, ça a été la meilleure partie de ma carrière et c'est la meilleure chose qu'on peut faire. C'est de s'asseoir avec les gouvernements et de faire en sorte que les choses fonctionnent. Alors, ce n'est pas facile, bien sûr, mais c'est amusant aussi. La partie la plus difficile, qui est encore plus amusante, on va dire, c'est les politiques, les questions réglementaires, les questions gouvernementales, etc. Cela nécessite de la clarté et il faut faire cela avec intégrité. Alors, l'efficacité technique et financière, les institutions, les règlements, les régulations politiques, institutionnelles, tout cela prend beaucoup de temps. Mais il y a déjà 2 choses qu'on peut commencer pour générer des revenus. Alors, il y a quelque chose qui est très clair. Dans le secteur de l'eau, nos sources de revenus, nous avons parlé des 3 T. Bon, vous m'avez déjà entendu parler de cela. Nous avons les tarifs. Nous parlons beaucoup de cette source financière. Et l'autre, ce sont les impôts. Si on n'obtient pas l'argent des tarifs, eh bien, on va l'obtenir des taxes. Et si on ne l'obtient pas de ces 2 premiers T, tarifs et taxes, eh bien, nous allons passer au 3e T, c'est le trouble ou les problèmes. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir augmenter
les impôts. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument augmenter les impôts, mais je dis tout simplement que si on ne réussit pas à mobiliser des fonds à partir des impôts, eh bien, cela créera des dettes. Cela va prendre du temps. On ne va pas pouvoir faire ça du jour au lendemain, mais il faut une meilleure gouvernance pour cela. Merci, merci beaucoup pour cela. Alors, Monsieur le ministre, l'honorable ministre, vous avez souligné le rôle clé joué par le secteur public pour garantir que nous avons un cadre qui va attirer le financement. À partir de votre perspective, comment est-ce que vous entrevoyez la politique? Comment est-ce que le cadre réglementaire peut influencer le financement du secteur de l'eau? Les manières dont les institutions, les politiques se formeront ou s'amélioreront dans les différents pays. Comment peut-on améliorer ou augmenter le financement dans le secteur de l'eau? Merci beaucoup. Tout d'abord, le fait de financer le secteur de l'eau et l'assainissement, c'est une histoire complexe, comme vous l'avez très bien dit, et merci de l'avoir dit d'ailleurs. Permettez-moi tout simplement de me concentrer sur certaines des expériences où on a trouvé, en fait, certaines difficultés dans lesquelles on a été poussé. Permettez-moi de commencer par la question de l'impôt. Donc, pour supplémenter les taxes, les impôts, cela doit être fait pour en fait réduire les risques du projet. Et donc, si vous n'obtenez pas des investissements déjà à partir de chez vous, vous allez être moins attractif. Vous avez parlé du thé pour taxe. Donc, il faut voir comment est-ce qu'on peut réaliser cela sans se préparer à l'échec. Et le deuxième casse-tête que nous avons, eh bien, c'est ce que j'appelle la stabilisation économique. Les investisseurs vont venir et vont dire si vous voulez réduire les risques de ce projet, il faut garantir des revenus. Vous devez aussi porter les risques d'échange. Vous devez garantir l'exécution du projet et vous ne pourrez pas changer de cadre réglementaire qui pourrait impacter le financement du projet, le taux de rendement du financement du projet. Donc, comme je l'ai dit, c'est un secteur de ressources, mais c'est aussi un secteur de développement social. Il faut établir des normes de vie, des standards de vie pour la population, l'assainissement de l'eau, l'eau potable. Il s'agit donc d'une question urgente, la plus urgente et la plus brûlante des questions pour les plus pauvres d'entre les plus pauvres. Donc, si vous voulez mettre sur pied un règlement qui encourage le développement, eh bien, parfois, cela va gruger sur vos profits. Donc, tout le scénario entre ces partenariats publics-privés, je pense qu'il faut voir quel est le profit qu'on doit financer en tant que consommateur ou en tant que secteur privé. Et permettez-moi de vous donner un exemple. Quelque chose qui est arrivé dans les médias, en Namibie, pardon. Nous avons découvert du gaz qui avait besoin de financement pour être développé, un gisement de gaz. Et donc, les garanties qu'on a dû donner auraient pour conséquence un tarif qui était 3 fois le tarif que nous payons en ce moment. Cela fermerait les portes de toutes les centrales électriques qui utilisent par exemple l'énergie solaire, donc c'était inacceptable. Donc en fait, on a été punis. On
on nous a dit, vous ne développez pas une ressource qui est disponible. Mais j'ai dit, c'est un problème. Le projet, le coût du projet et la contribution par le secteur privé va nous submerger. Et on ne pourra pas arriver à des comptes qui soient équitables. Alors, est-ce que l'argent est disponible? Je pense que l'argent n'est pas le problème ici. Si on regarde ce qu'on dépense pour financer des guerres, et si on investirait cet argent pour développer l'eau, eh bien, on serait tous en train de sourire. On a ces dépenses dans la guerre, 20 milliards que ça va coûter pour réparer ce qui a été détruit par la guerre. Donc, c'est la décision du gouvernement. C'est eux qui décident que faire avec l'argent et où dépenser cet argent. Donc, la disponibilité de l'argent ne pose pas problème. On ne parle pas de cela souvent, mais je pense que ça, c'est peut-être la solution. Quelles sont les priorités établies par le gouvernement? Où est-ce qu'ils veulent dépenser leur argent? Il y a des infrastructures où il faut de l'investissement, les transports, la santé, l'éducation, tout cela. Et je pense que nous avons pris la disponibilité de l'eau, le besoin de l'assainissement, nous avons pris cela pour acquis. Lorsqu'on développe une ville ou un village, on dit ben l'eau sera acheminée vers nous. Mais c'est un coût qu'on a tendance à oublier. En Namibie, nous avons des bons exemples comme de mauvais exemples. Nous avons construit des écoles où il n'y a pas d'eau, pas d'assainissement disponible. Et maintenant, eh bien, on doit choisir l'option la plus coûteuse pour satisfaire les demandes de cette école. Donc, dernier exemple, c'est un bon exemple. Est-ce qu'il est possible? Et je pense que oui. La Namibie a lancé une initiative d'hydrogène vert. C'est un nouveau développement de projet, un complexe nouveau. Nous avons réussi à signer un accord pilote en moins d'1 an. Donc, c'est possible, effectivement. Et il y a du financement qui est disponible. Et il y a, en fait, c'est surtout du financement privé. Et le projet aussi a un bon taux de rendement. Donc, c'est possible malgré tout. Voilà, merci. Eh bien, félicitations. Merci beaucoup, Monsieur le ministre honorable. Ça, c'est un record de pouvoir signer un contrat en 1 an. Parce que ça, c'est vraiment fantastique. Et aussi, le fait d'établir des priorités, ça, c'est quelque chose qui est crucial. Je sais que la Namibie a mis la priorité sur l'eau. Parce que vous êtes un exemple de la manière dont vous utilisez les eaux usées, par exemple, ou vous réutilisez les eaux usées. Voilà. Comment peut-on, Audi, comment peut-on faire des concessions au niveau du financement? Comment peut-on créer un environnement pour pouvoir obtenir des financements qui sont viables. Eh bien, on peut utiliser le financement de concession pour justement stimuler les dialogues au niveau des politiques publiques, pour pouvoir identifier les forces, les faiblesses, les réglementations politiques, pour attirer justement les investissements dans le secteur de l'eau. Et tout cela transcende en fait le secteur. Au Sénégal, l'Agence de développement française soutient la mise en œuvre au Sénégal de ces programmes d'assainissement des eaux. Il y a un prêt public, par exemple, et ça c'est un exemple pour montrer comment on peut améliorer la gouvernance dans le domaine de l'eau dans certains pays et comment peut-on renforcer aussi ces environnements. Alors, dans notre recherche, on a développé en fait comme une carte de score
une carte d'évaluation et on travaille avec des banques de développement au niveau des pays, dans 7 pays pour être plus précise, pour essayer d'attirer les investisseurs. Et en fait, nous travaillons également pour faire des tests pilotes en Europe. Nous sommes membres euh, de ce qu'on appelle ce scorecard. Et en fait, on travaille avec les différents gouvernements et donc ce sont les experts qui recueillent des informations afin d'évaluer les forces et les faiblesses. Et ensuite, l'idée, c'est de proposer des recommandations de politique et de conseiller par rapport aux réformes liées à l'eau pour renforcer justement ces initiatives. Excellent. Ceci complémente ce qu'a dit le ministre, parce que vous faites face à la plus grande problématique. Comment est-ce que ceci peut gêner l'espace fiscal et macroéconomique? Comment est-ce que les fonds peuvent utiliser pour aider à avoir un financement privé dans le secteur de l'eau? Comment est-ce qu'on peut améliorer l'efficacité du financement dans le secteur de l'eau? Un bon rôle des philanthropes, par exemple, est d'utiliser les dollars pour créer un futur qui, sans cela, ne serait même pas possible. Je peux donner 2 exemples. Un exemple, et je suis sûre que beaucoup ont entendu parler de ça. Donc c'est cette idée d'avoir une différente approche pour l'eau usée, c'est-à-dire pour les toilettes, ça serait dans une boucle fermée. Ça peut paraître comme une idée un peu farfelue, un peu folle, mais si ces projets-là pouvaient réussir, ça changerait de manière dramatique la réalité. Nous sommes aujourd'hui en train de cueillir les fruits de travaux qui ont été faits il y a des décennies. Si vous allez à Johannesburg, vous allez trouver 3 différentes communautés dans les écoles et les communautés pauvres. Donc c'est un système de boucle fermée donc qui réutilise la même eau qui a été usée mais qui a été assainie pour le prochain lavage. C'est-à-dire la même eau usée a été euh, assainie et dans quelques jours, dans 2, 3 jours, elle redevient une eau qui est claire, une eau qui est propre, qui n'a pas d'odeur, etc. Ça, c'est un exemple de communautés qui ont pu bénéficier de ça, qui ont mis ça en œuvre et pour lesquels ça a réussi. Ça peut, dans une prochaine étape, être utilisé dans les foyers. Donc cette initiative d'assainissement d'eau dans les zones urbaines africaines et comment est-ce qu'on peut attirer les investisseurs dans ce cadre-là. Pour pouvoir les attirer, il faut qu'ils puissent voir des projets bancables à partir du jour 1. Dès la phase de préparation du projet. C'est-à-dire il faut construire des tuyaux, des conduites pour pouvoir attirer ces investisseurs. Excellent, c'est très bien et on a vu ça en pratique. Joe, vous avez fait beaucoup de travail. Je vous en félicite. Et donc, vous avez joué un grand rôle dans la génération, la dissémination d'informations. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ce travail, cette connaissance pour attirer l'investissement et en particulier dans l'espace d'assainissement? Nous avons tous fait beaucoup de travail puisqu'on a pu
Si on a pu initier cette initiative, c'était bien sûr avec le soutien de beaucoup de partenaires de manière multilatérale. Il y a une question clé ici. Le savoir n'est pas une question d'article ou de document. Les documents peuvent rester sur les étagères à collecter la poussière. Non, ça c'est pas intéressant. Il faut prendre ces papiers-là, ces recherches-là, il faut les emmener là où les solutions vont être créées. Donc, peu importe nos fournisseurs, peu importe ce qu'ils sont, on sait que si vous avez 20 employés pour 1000 clients, alors votre coût de travail va être très élevé. Donc ça, c'est une question qui est problématique et vous ne pouvez pas résoudre ça par la théorie. Il y a beaucoup d'endroits qui avaient beaucoup de documents sur comment résoudre les problèmes, mais concrètement, c'était pas fait. Par contre, on a d'autres exemples où nous avons réussi à faire en sorte que les services publics ont bien fonctionné. Il y a des cours en ligne, mais bien sûr, tout ça peut être pris, adapté au contexte local, modifié pour que ça fonctionne à un niveau local à travers un leadership. Et bien sûr, le leadership n'est pas forcément le leadership des politiques. Ça peut être le leadership de personnes techniques, qui s'y connaissent dans l'aspect technique. Alors, si on parle d'appel à l'action pour faire en sorte que les gens qui l'utilisent l'internalisent. Donc, Aude, je reviens vers vous pour la politique et l'investissement. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette recherche, ce travail qui a été fait par l'OCDE? Comment est-ce qu'on peut traduire cela en cas pour l'investissement? J'ai mentionné tout à l'heure la recherche sur l'environnement, je ne vais pas la répéter, mais c'est juste pour dire que je suis d'accord qu'il faut adapter les choses aux pays, aux communautés de manière nationale et même locale. Nous avons travaillé avec des pays qui ont leurs expertises locales. Et donc je suis d'accord, absolument d'accord sur ce point. Donc ça, c'était pour l'environnement favorable. Si je dois donner un exemple concret, je pourrais parler du projet maturité et risque de l'eau. Donc il y avait le chef de projet qui a commencé à parler de l'augmentation des risques liés à l'eau. Et ils ont trouvé que 99% du financement va dans la mauvaise direction et que ça augmente la vulnérabilité à l'exposition aux risques hydriques. Et donc, il faut comprendre ces risques, comment ils sont liés à l'eau. Il faut que les institutions financières, les corporations comprennent ceci à un niveau macro. Et ceci peut diriger l'investissement vers un investissement plus solide et réduire l'investissement dans les marginalisations, l'exposition en faveur des risques hydriques. Je voulais juste ajouter que nous travaillons aussi par la Banque africaine de développement, mais nous travaillons aussi avec la Banque mondiale. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment avoir des recherches qui peuvent être utiles. C'est en les partageant avec les parties concernées. Alors pour clôturer, il y a des cas, Monsieur le ministre, donc on peut apprendre du cas de la Namibie. Vous avez été des leaders pour le PPP, pour les traitements des eaux de l'Ouest, des cas qu'on a déjà mentionnés. Vous avez parlé des systèmes de motivation, pour motiver. Vous en avez parlé, mais si vous pouvez en parler encore un peu, comment inciter le secteur privé à investir
dans le secteur de l'eau. Je ne parle pas forcément des grandes villes, mais des zones rurales. Euh, y a-t-il des motivations, des initiatives pour attirer? C'est une question un peu difficile dans la mesure où les incentives que nous avons mis en place s'adressent à tous les investisseurs, étrangers et locaux. Il y a aussi des, euh, des motivations ou des incitations d'ordre fiscal qui peuvent encourager certains. Nous avons aussi des incitations liées aux besoins basiques qui peuvent être fournis. Par exemple, on va chez les miniers, on leur dit on va vous apporter l'eau. Pour d'autres, on leur dit on va construire des routes qui passent par vous. Des fois, on a un manque de développement parce qu'on a un manque d'infrastructures. Et donc, les infrastructures, si on les met là, ça peut représenter des incitations pour l'investissement. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre aussi qui est souvent négligé. C'est la qualité de vie lorsque vous investissez. En Namibie, nous avons une bonne qualité de vie, nous avons la stabilité politique, nous avons beaucoup de choses que vous pouvez faire pendant votre temps libre en Namibie. Nous avons beaucoup de bonnes écoles, nous avons de bonnes facilités de santé. Donc l'infrastructure, à mon avis, l'infrastructure est une question qui peut être une grande incitation pour l'investissement. L'OCDE peut confirmer sans doute, si vous regardez les flux d'investissement en Afrique, vous allez trouver que c'est pas les gouvernements qui jouent un rôle là-dedans, c'est la disponibilité de ressources. La plupart des investisseurs vont là où il y a des ressources, indépendamment de la gouvernance, bonne ou mauvaise. Et donc je pense que nous devons faire en sorte que la manière par laquelle on est structuré, on soit transparent, on soit responsable en tant que secteur public. Je ne dis pas qu'il faut ignorer les tendances actuelles, mais on peut créer de nouvelles tendances qui vont nous permettre de réaliser ce qu'on veut réaliser. Nous avons la presse la plus libre. Je crois qu'on est même plus libre que la presse du Royaume-Uni et c'est une bonne chose. Si le secteur public est jugé à travers sa presse, la liberté de presse, donc c'est bien. Nous n'avons pas peur de la presse, bien au contraire. Nous invitons la presse à venir nous juger pour nous dire là où on a des lacunes. Et donc ça, pour moi, c'est une très très grande incitation. Le fait que vous n'avez pas peur d'être euh, audité. Merci, Monsieur le ministre. Excellent travail en Namibie. Y a-t-il des mots de fin que vous voudriez dire sur les initiatives, l'incitation pour le secteur, pour financer le secteur public? Il y a des choses qu'on voit aujourd'hui qu'on n'a pas vues avant. C'est ça a à voir avec l'assainissement inclusif et comment est-ce qu'on doit collaborer tous ensemble pour euh, les autres participants.
disent la même chose. On dit, on est en accord tous. Il faut nous concentrer sur un changement des infrastructures, sur les infrastructures. Vous ne pouvez pas attirer plus d'argent sans améliorer l'infrastructure. Et il y a beaucoup plus d'innovation qu'on avait par le passé. Et il faut en tirer profit. Euh, Odile, mot de fin. S'il vous plaît, rejoignez-nous en Abidjan pour notre conférence sur l'eau, parce qu'on va continuer ces conversations là-bas sur les mêmes sujets. Merci beaucoup. Ce panel mérite beaucoup d'applaudissements pour ce que vous avez fait et dit. Vous avez fait un travail fantastique. On a suivi les mots de Joe Cocker. On peut faire une différence vers l'atteinte des ODD 6 en Afrique. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont avec nous en ligne, merci d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir.